En guise d'introduction, je voulais un peu poser le concept, même si vous êtes tous très très familiers avec le développement international, mais en tout cas, en regardant les dernières statistiques de la BPI, on s'est rendu compte que de plus en plus de PME se développent à l'international. Un des principaux problèmes qu'elles rencontrent, c'est comment se développer de façon pérenne à l'international. Souvent, elles font on va dire une première exportation et elles arrêtent. Donc, comment essayer de pérenniser ce développement international-là? Alors, les statistiques de la BPI montrent justement que 38,6% des entreprises exportatrices françaises sont des PME, mais qu'elles ne représentent que 12% de la valeur des exportations. Le reste étant fait par les ETI et les grands groupes, mais qu'il y a une certaine forme de croissance, à la fois des exportations en volume et en valeur, entre 2014 et 2015, de 3,1%. Donc l'idée, c'est qu'on s'est rendu compte que 85% d'entre elles continuent à exporter, en tout cas dans l'année, mais qu'il y en a quand même 15% qui avaient cessé leurs activités d'exportation. Donc c'est quand même une proportion assez importante. Et on a 6450 PME qui débutent leurs activités d'exportation. Donc ça rentre un petit peu dans tout ce qu'on a dit tout à l'heure sur le fait de pousser les entreprises à se lancer à l'international. Alors, ça montre bien que les PME françaises sont très dynamiques, elles ont un savoir-faire à faire valoir à l'étranger. Il y a vraiment une place pour les entreprises, pour nos PME, mais ça montre aussi qu'elles sont quand même encore, malgré toutes les aides et tous les conseils qu'elles peuvent avoir, elles restent quand même un petit peu vulnérables à l'international. Il y a plusieurs facteurs de vulnérabilité qui ont déjà été identifiés. Leur taille, le fait de ne pas pouvoir produire suffisamment, de ne pas avoir les ressources suffisantes pour se lancer à l'international. Le fait qu'elles ne connaissent pas suffisamment les spécificités du marché ou qu'elles n'ont pas accès suffisamment facilement aux informations précises quant aux spécificités, aux attentes du marché. Leur manque d'expérience internationale, c'est qu'il y a un coût d'apprentissage, et puis l'imprévisibilité de certains contextes. Il y a eu le printemps arabe il y a quelques années, il y a l'incertitude sur le Brexit, etc. Donc ça, c'était quand même des sources d'incertitude qui font que les PME peinent parfois à se lancer. Et les travaux qui ont été conduits jusqu'à présent montrent qu'en fait, le choix du mode d'entrée, c'est une variable clé parce que ça va avoir un impact majeur sur la stratégie, la performance de l'entreprise sur le long terme. Donc l'idée de la présentation d'aujourd'hui, c'est d'essayer de voir quels sont les différents modes d'entrée qui existent et quels sont les plus appropriés selon les différents types de PME, comment est-ce qu'elles peuvent choisir les bons modes d'entrée. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous présenter les différents modes d'entrée, puis des cas aussi d'entreprises que nous suivons depuis quelques temps déjà et qui permettront d'illustrer tous les concepts qu'on va voir. Je passe la parole après. On va d'abord commencer avec les différents modes d'entrée qu'on va passer en revue. Donc l'entreprise a le choix entre exporter, mais aussi coopérer avec des partenaires à l'international ou créer des filiales. Donc on va voir ces différentes modalités et comme l'a dit Noémie, chaque fois on va l'illustrer à l'exemple de cas de PME, de start-up, notamment de notre région et qu'on a l'habitude de suivre depuis un moment et puis avec lesquels on collabore. Donc on va commencer par l'exportation indirecte puisqu'on le voit, beaucoup de petites structures de PME démarrent ainsi leur internationalisation. C'est-à-dire, dans ce cas-là, on confie la vente des produits à des intermédiaires, mais dans le pays d'origine. Des PME, des start-up françaises qui travaillent avec des intermédiaires en France, mais qui n'ont pas réellement un contact ou qui n'ont pas forcément une relation commerciale ou qui ne signent pas un contrat avec un partenaire étranger, puisque tout se passe par un intermédiaire en France. Et donc, de ce fait, elles n'ont pas toujours beaucoup d'informations en retour des clients qui achètent ces produits à l'étranger, puisqu'il y a cet intermédiaire. Et là, il y a différentes modalités de réalisation. L'entreprise peut soit s'adresser à un commissionnaire, on va voir dans un instant en quoi ça consiste, soit un négociant, soit une société de commerce international, ou se développer par le biais de la sous-traitance. Donc ensuite, c'est ces intermédiaires qui s'occupent de la prospection, de la vente des produits à l'international et qui signent les contrats. Donc le commissionnaire, c'est un intermédiaire commercial qui va agir pour l'entreprise, qui va s'occuper de la prospection des produits ou des services, de la vente, il va expédier les marchandises, s'occuper des formalités administratives, et puis chaque fois qu'il réalise une affaire, il va percevoir une commission. Donc là, on a des commissionnaires, notamment sur certains marchés où il faut une expertise spécifique, comme par exemple dans des pays africains, asiatiques, où souvent on a des
commissionnaires spécialisés qui connaissent bien les marchés, qui connaissent les formalités administratives, la manière de vendre, etc., de nouer des contrats. Le négociant, donc là c'est un commerçant qui va acheter les produits, donc qui va avoir une PME, une start-up, et qui va prendre une certaine quantité de ces produits, et qui va ensuite s'occuper de la commercialisation de ces produits. Donc là, il va acheter ferme une certaine quantité et s'occuper de la vente. Et on trouve ça beaucoup dans le domaine viticole, où là, on a des petits viticulteurs. Ils vont vendre à des négociants, et puis ensuite, les négociants, ils vont proposer différents types de vins à l'international, à leurs clients à l'étranger. La société de commerce international, qu'on trouve, qui se charge aussi de la vente des produits à l'étranger et qui offre des services particuliers, par exemple le stockage des produits, les assurances, puisque beaucoup de startups qui démarrent ou des PME, effectivement, c'est pas simple de démarrer à l'international, et donc on peut dans ce cas-là confier ces éléments à une SCI qui s'occupe également des financements, du traitement des informations, du transfert, etc., des technologies. On les trouve souvent dans les matières premières. Et ensuite, il y a aussi des PME, et on va voir des exemples aussi, qui se développent finalement par le biais de la sous-traitance. C'est-à-dire qu'il y a certains de leurs clients pour lesquels elles ont l'habitude de travailler, et puis qui signent des contrats à l'international et qui finalement font appel à l'expertise de la PME pour livrer certains produits ou certains services, comme c'est par exemple le cas dans le domaine de la construction. Alors, le premier exemple, pour illustrer tout ça, c'est une entreprise qu'on a accompagnée qui s'appelle SLAT. SLAT, c'est une PME manufacturière de la région Rhône-Alpes qui fabrique à la base des alimentations électriques secourues. Donc en fait, c'est tous les petits boîtiers qui vous permettent de maintenir les portes feu ouvertes en cas d'incendie, etc. Donc ça fonctionne comme une bobine, ça accumule de l'énergie, et donc c'est un secteur qui est très normé. Et l'entreprise, à la base, en fait, elle commercialisait de l'appareillage téléphonique, les fameuses prises en T qu'on avait auparavant. Et elle a été créée en 1953. Et dès le début des années 70, en fait, la PME a commencé à se développer à l'international dans des endroits très éloignés, l'Amérique latine, l'Afrique et l'Asie, et ensuite l'Europe. Pourquoi ? Parce que ses clients, Alcatel, Renault, etc., ouvraient des usines dans le pays. Donc l'entreprise savait très bien qu'elle exportait quelque part, mais elle ne savait pas où partaient ses produits, ni comment ils étaient utilisés, elle n'avait aucun retour, mais elle savait juste que ces produits étaient vendus à l'étranger. Donc ça, c'est une forme un petit peu d'internationalisation, on va dire indirecte. L'avantage de tout ça, c'est que ça a permis à l'entreprise de prendre conscience qu'il y avait un besoin. Donc elle n'a pas investi à l'étranger, ça ne lui a rien coûté. Mais elle a pris conscience de l'existence d'un besoin à l'étranger. Et donc, petit à petit, elle va engager des démarches pour se développer à l'étranger. Alors, aujourd'hui, la PME a 70 employés, une filiale en Allemagne, et elle réalise à peu près 30% de son chiffre d'affaires à l'étranger dans une trentaine de pays. Il faut savoir que vu que l'entreprise opère sur le marché, donc un marché sécuritaire, donc très normé, elle se cantonne aujourd'hui à l'Europe, mais elle exporte dans à peu près tous les pays de l'Union européenne. Donc une première internationalisation dans les années 70, qui était quelque chose d'assez nouveau. Et le dirigeant, quand on lui demandait de nous expliquer un petit peu le développement de l'entreprise, pour lui, il voyait ça comme de l'exportation subie. C'est-à-dire, je vends à mon client, moi, je n'ai pas forcément envie de me développer à l'international, mais mon client décide d'exporter mon produit. Donc moi, je n'ai rien fait pour m'internationaliser, mais je m'internationalise quand même. Donc c'est quelque chose de subi, ce n'est pas mon choix. Mais on va dire que c'est quand même quelque chose de subi qui est plutôt positif. Donc le seul problème, c'est que c'est ni planifié ni maîtrisé. Donc je n'ai aucune remontée d'informations terrain, j'ai aucun contrôle sur mes activités internationales. Ça me permet juste de prendre conscience de l'existence d'un besoin. Donc, et tout en limitant aussi l'exposition de l'entreprise au risque. Mais là encore, un autre avantage, c'est que ça permet d'augmenter le volume d'activité petit à petit de l'entreprise, donc de générer des ressources. Donc on vous a mis une petite citation du dirigeant qui dit « Aujourd'hui, mes produits sont distribués dans une trentaine de pays dans le monde grâce en partie à mes clients. » Donc voilà, une des premières façons de se développer à l'international, notamment pour les startups, c'est via ses clients. La mobilisation du réseau permet justement d'accéder à des nouvelles opportunités d'affaires, des nouvelles informations. L'entreprise a commencé à exporter dès la fin des années 70 en Amérique latine, et la destination peut sembler exotique, surtout pour une PME à l'époque. Mais
ça a permis à l'entreprise déjà de renforcer ses liens avec ses clients et ensuite aussi d'accéder à des nouveaux marchés. Donc, quelque part, on voit que c'est, dans le cas de SLAT notamment aussi, que finalement, cette forme d'exportation indirecte éveille aussi l'intérêt pour l'international. C'est-à-dire que comme SLAT, par la suite, ils ont développé l'exportation directe, ils se sont implantés à l'international, donc c'était quelque part une première étape. Surtout que ça se passait bien et ça leur a permis d'augmenter leur volume d'affaires. Donc souvent, après cette première étape d'exportation indirecte, les startups, les PME, souvent essayent par la suite de mieux maîtriser l'international, de le renforcer à travers l'exportation directe. Et donc là, ça veut dire que l'entreprise, elle va développer des relations commerciales, signer des contrats à l'étranger. Souvent, les PME, les startups participent à des salons dans leur domaine d'activité pour rencontrer les intermédiaires, des clients potentiels. Et ça leur permet de mieux maîtriser la vente des produits, de les suivre, d'avoir un retour d'information aussi de la part de leurs clients à l'international. Donc là, il y a aussi différentes possibilités. Soit l'entreprise vend directement à des clients qu'elle rencontre, par exemple, à des salons. Soit elle passe par un agent à l'international, soit par un importateur, ou soit elle fait appel au portage. Mais à la différence de l'exportation indirecte, l'entreprise, elle va à l'international, elle négocie avec des partenaires étrangers, elle signe des contrats, c'est elle est plus proactive et ce n'est pas subi comme dans le premier cas. Donc la vente directe, ça veut dire que l'entreprise finalement va trouver des clients à l'international, donc par la vente à distance, par exemple, qui est très présente dans le domaine du business to business, c'est 90% de la valeur des transactions. Des appels d'offres, une start-up, une PME, elle peut répondre à des appels d'offres à l'international, elle peut avoir des représentants salariés qui travaillent sur les marchés étrangers ou ouvrir un bureau de représentation. Donc là, l'idée, c'est de développer les ventes internationales. Parce que souvent, quand on fait de l'exportation indirecte, effectivement, parfois, le volume de vente reste assez limité. Donc l'agence est un commerçant indépendant qui est mandaté par l'exportateur pour négocier des affaires en son nom, pour son compte. Mais c'est le vendeur, l'exportateur qui reste le vendeur. Et puis parfois, il y a aussi un contrat d'exclusivité. Par exemple, il y a beaucoup d'agents qui existent en Chine, où là, il y a des PME, des startups qui font appel à des agents. Bon, parfois, les agents, ils peuvent aussi travailler avec différentes entreprises, donc on n'a pas toujours l'exclusivité. Donc parfois, ça peut aussi être assez complexe. De convaincre, et finalement, le pari, c'est de convaincre l'agent, finalement, à commercialiser les produits. Puisqu'on peut très bien signer un contrat, et puis finalement, l'agent décide de vendre d'autres produits, et pas forcément ceux de l'entreprise. L'importateur, c'est-à-dire que là, on a un commerçant qui est à l'international, par exemple en Allemagne, et qui va acheter une quantité de produits, qui va les revendre. Et donc là, souvent, parfois, il y a un contrat aussi d'exclusivité sur une certaine région, ou parfois même dans un pays. Parfois, il y a un contrat qui détaille les conditions de vente. Parfois, ça peut être une relation ponctuelle aussi. Et puis ensuite, il y a le portage, où là, l'entreprise, elle va finalement trouver une autre société qui va commercialiser, distribuer ses produits à l'étranger. Et puis parfois, ça peut aussi être un portage réciproque où une entreprise, quand les activités sont complémentaires, va commercialiser les produits du partenaire et vice-versa. Chacun dans son pays pour compléter son offre de produits. Donc là, on a le cas de Neolid. Donc Neolid, en fait, c'est une start-up lyonnaise qui fabrique des mugs isothermes et des boîtes isothermes sans couvercle. Donc là, on est vraiment sur une start-up qui a décidé de se développer à l'international parce que rencontre sur un salon des importateurs japonais intéressés par la distribution du produit en Asie. Bonjour, je m'appelle Nicolas Frolin, j'ai créé Neolid en 2012. L'idée du projet Neolid, c'est d'apporter une solution au problème de couvercle qu'on ne trouve pas pour nos boîtes de conservation. Donc j'ai inventé une boîte étanche sans couvercle. En 2013, notre premier produit est sorti, c'est un mug isotherme pour transporter sa boisson. Un mug parce que la forme ronde était plus facile à faire tourner. Il fonctionne comme ça, on met son liquide, chaud ou froid, et ensuite, avec une rotation,
on vient fermer et c'est complètement étanche. C'est un produit qui est breveté dans différents pays, en Europe, aux États-Unis, en Chine, au Japon, en Corée, en Australie, et qu'on a déjà vendu à plus de 100 000 exemplaires dans une vingtaine de pays. L'année dernière, nous avons sorti l'idée de départ, qui est la boîte étanche sans couvercle. Elle fonctionne comme ça, on fait des quarts de tour. Un quart de tour, ça permet de passer au micro-ondes. Un demi, trois quarts, un tour. Vous voyez que c'est complètement étanche. Elle existe également dans sa version isotherme, qui permet d'emmener son repas et de le conserver en température la matinée. Nos produits sont sans bisphénol A, ils sont homologués en Europe, aux États-Unis et au Japon. Nous fabriquons le Twiz en Savoie et la box avec un partenaire français installé en Chine. Le problème de l'entreprise, alors l'entreprise se développe aujourd'hui et ça dispose d'une filiale déjà aux États-Unis, une filiale de commercialisation aux États-Unis. Elle a 3 employés et fait 500 000 € de chiffre d'affaires. Elle a été créée en 2012. Un développement qui a peiné un petit peu à démarrer justement en raison de la nouveauté du produit. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un produit qui semble simple. Il faut quand même comprendre l'utilisation parce qu'on peut très vite le déboîter. Et ils se sont rendus compte, après quelques temps, que s'il n'y avait pas une démonstration, les gens, dès qu'ils avaient un problème avec le produit, ils le jetaient. C'est un produit qui vaut assez cher, on est entre 20 et 30 € le mag. Donc, ils avaient un petit peu de mal à pérenniser un petit peu leur développement. Et puis, une rencontre sur un salon de distributeurs japonais intéressés par le concept pour l'Asie parce que les Asiatiques boivent énormément de thé. Et donc, ils s'étaient dit, pourquoi pas exporter dans ces pays-là? Et l'entreprise a ciblé 2 zones, le Japon et la Corée du Sud, justement en raison du degré de développement de ces pays et de l'intérêt de ces pays-là pour la consommation du thé. Ils ont également ciblé les États-Unis en raison de la popularité des mugs là-bas, mais ils se rendent compte qu'ils arrivent un peu tard sur le marché. Et l'entreprise dispose aujourd'hui d'agents commerciaux en Suisse, aussi en Belgique et aux États-Unis. Et ce que nous dit le chef d'entreprise, c'est pourquoi avoir choisi l'exportation directe. Eh bien parce que les produits s'adressent à une clientèle qui est principalement jeune, citadine, etc. Ils sont présents de façon assez conséquente sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, etc. Ils se sont dit que de toute façon, si vous voulez se développer rapidement et contre un petit peu la chaîne de valeur, il n'y avait pas d'autre solution que de se développer via l'exportation directe. Le problème, c'est qu'ils sont que 3. Ça prend beaucoup de temps. Se développer en même temps sur les États-Unis, la France, le Japon, la Corée du Sud, la Belgique, la Suisse, etc. C'est assez compliqué. Donc, ils ont fait le choix de distribuer certains produits via des magasins spécialisés et d'autres via des agents et via leurs filiales. Le seul problème qu'ils ont, c'est pour le développement dans des zones assez lointaines, c'est le besoin de démonstration. Le fait de devoir démontrer l'utilisation du produit, ça freine leur développement en Asie. Donc ça, c'est parce qu'il faut payer quelqu'un qui démontrera l'utilisation du produit. Ça, c'est aussi un problème que... c'est la réunion Tupperware qu'il faut... c'est un peu ça, c'est un peu ça. Sauf que visiblement, les Asiatiques ne sont pas fans des réunions Tupperware. Donc, ça posait un autre problème. Parce qu'ils ont peur de l'échec. Donc, le fait de ne pas savoir comment utiliser le produit, ça les mettait en situation d'échec. Donc il faut repenser complètement la politique marketing, le fait que les couleurs, la taille, ils font aussi des lunchbox carrés qu'on tourne, etc. Le problème, c'est qu'ils ont sous-estimé le fait que la taille des mains n'était pas la même en Europe, aux États-Unis et en Asie. Et les Asiatiques n'arrivent pas à ouvrir la boîte. Donc il y a des adaptations à faire. Et ces informations-là, elles leur sont venues du fait qu'ils font de l'exportation directe, justement. Le fait de se confronter directement au marché leur a permis d'avoir cette remontée d'informations qu'ils n'auraient pas eu s'ils avaient fait de l'exportation indirecte. Donc, ce qui est difficile pour Neolith, c'est aussi qu'ils visent le marché coréen et puis japonais, mais ils n'ont pas forcément les réseaux sur place pour savoir avec quel agent travailler. Donc ça, c'est une vraie difficulté qu'on trouve souvent dans les startups, c'est-à-dire il y a un potentiel du marché. Et la question, c'est après, comment rencontrer les bons partenaires, comment les convaincre, puisque effectivement, les quantités ne sont pas toujours très importantes. Et ça, c'est un peu leur souci, même en France. C'est-à-dire qu'un marché, enfin un magasin, il faut quelqu'un qui montre comment ça fonctionne, comment on ouvre le mug ou la boîte. Et effectivement, c'est parfois un peu compliqué de convaincre les intermédiaires de distribuer le produit. Donc ensuite, souvent, l'entreprise, quand elle arrive bien à exporter. Une autre possibilité, c'est aussi de coopérer
d'engager des coopérations avec des partenaires à l'international en mettant en commun des ressources commerciales, de production, de recherche et développement par exemple, mais les entreprises restent indépendantes. Et donc là, ça permet plus de flexibilité, de partager les coûts, les risques avec d'autres entreprises, d'avoir accès à des compétences. Ensuite, parfois, c'est complexe de gérer ces partenariats de type joint venture, par exemple. Parfois, les entreprises n'ont pas les mêmes objectifs, les mêmes pratiques. Donc, au niveau des coopérations formalisées avec des partenaires étrangers, souvent, on est quand même autour de taux d'échec de 50%. Parce qu'il y a déjà la difficulté de trouver le bon partenaire. Et ensuite, il faut avoir des intérêts proches, développer une relation de confiance dans la durée. Donc, la première modalité, souvent, c'est le contrat, c'est-à-dire on signe un contrat de coopération qui va préciser dans quel domaine est-ce qu'on va s'associer, pour combien de temps. C'est souvent peu coûteux, peu risqué. Donc, on peut avoir un contrat entre deux entreprises. On peut aussi créer un réseau. Par exemple, dans le domaine des biotechnologies, il y a beaucoup de réseaux qui associent un certain nombre d'entreprises. Ça peut aussi être des contrats de licence, de franchise. Ensuite, l'entreprise a aussi la possibilité de prendre une participation financière minoritaire dans une autre société, jusqu'à 50%, pour accompagner un projet de coopération. Donc là, l'entreprise est à la fois partenaire et actionnaire, a une influence sur la gestion de l'entreprise partenaire. Ça donne un certain degré de contrôle, mais aussi, ça peut aussi être risqué. Et puis ensuite, on a les sociétés communes. Donc, ce qu'on a vu en travaillant avec des PME et des startups, c'est que les PME n'ont pas forcément une préférence pour les sociétés communes, puisque souvent, c'est quand même des entreprises qui sont sur des stratégies de niche, comme par exemple les SLAT ou Neolith qu'on vient de voir, et ne souhaitent pas forcément créer une nouvelle société avec un concurrent potentiel, parce que beaucoup de joint ventures sont aussi entre des concurrents potentiels. On doit répartir le capital, où il faut se mettre d'accord qui tient quelle part du capital, et ça peut être assez compliqué. Et aussi une question de répartition du contrôle, c'est-à-dire qu'à un moment, les PME préfèrent tout contrôler, prendre le risque, mais tout contrôler, plutôt que de devoir partager le contrôle avec quelqu'un et partager l'engagement de ressources. Et à un moment, qu'est-ce qui se passe si jamais on n'est plus capable d'engager les ressources nécessaires? Dans ce cas-là, on se fait racheter par le concurrent. Donc, pour éviter tous ces risques-là, on s'est rendu compte que la joint venture, ce n'est pas vraiment quelque chose qui va être utilisé par les PME, sauf quand elles n'ont pas le choix. Par exemple, on travaille avec une entreprise qui s'appelle Mixel Agitateur, donc ils font des agitateurs pour l'industrie, et ils avaient créé une joint venture au Brésil et ça n'a pas fonctionné. Donc, ils ont refermé l'entreprise puisque ils n'avaient pas les mêmes attentes que leurs partenaires, ils cumulaient les pertes au Brésil, et donc finalement ils ont décidé de se retirer, alors qu'au départ ils avaient un projet très ambitieux au Brésil. Donc beaucoup dépend déjà du choix du bon partenaire. Et puis ensuite, bien sûr, il y a aussi des PME ou des startups qui peuvent être amenées à créer des filiales à l'étranger, là qui sont contrôlées. Donc souvent les PME ou les startups préfèrent les filiales aux joint ventures, donc là parce qu'elles peuvent exercer le contrôle majoritaire ou à 100%. Donc ça peut être soit la création d'une filiale, par exemple créer une filiale commerciale. Tout à l'heure on a parlé de l'exemple de SLAT, et donc SLAT a aujourd'hui une filiale commerciale en Allemagne. Et pour cette entreprise, c'était très important d'avoir cette filiale commerciale en Allemagne, et même s'ils produisent toujours en France, pour justement avoir une entreprise, une société sur place par rapport à des clients allemands. Il faut dire, on a les clients potentiels, ils peuvent appeler leur filiale à Stuttgart s'il y a un souci, le service après-vente, etc. Donc c'était la principale raison, plutôt que de développer ces ventes à partir de leur siège à Lyon. Et l'autre raison aussi, c'est qu'ils se sont rendus compte que dans leur domaine spécifique, donc l'industrie et tout ce qui était sécuritaire, etc., le fait d'avoir une filiale commerciale en Allemagne, d'avoir le fameux GmbH, ça leur donnait l'image d'une société allemande. Donc c'était beaucoup plus crédible auprès des partenaires que d'être une société française. Le produit restait fait en France, c'était exactement le même, mais le fait de pouvoir apposer le fameux sigle GmbH, eh bien, ils réussissaient à vendre beaucoup plus facilement et beaucoup plus cher leurs produits que s'ils étaient français. Donc tout dépend encore là, du secteur d'activité, des spécificités de ce secteur-là. Le choix d'une filiale peut être un bon choix. On va dire que l'investissement peut en valoir le coup sur le long terme. Et ensuite, ça nécessite aussi des ressources. Par exemple, pour SLAT, il a fallu 3 ans pour créer la filiale. C'était très compliqué
Et notamment, la plus grande difficulté, c'était le recrutement. Trouver des commerciaux en Allemagne et motiver à travailler pour une PME qu'ils ne connaissaient pas forcément. Donc, ça consomme des ressources, pas uniquement financières, mais aussi humaines. Et donc, ils ont réussi aussi à créer cette filiale, puisque le dirigeant avant travaillait dans une multinationale et avait une période d'expatriation de 3 ans en Allemagne. Donc, il connaissait bien, il avait des réseaux sur place. Donc, on voit aussi, à travers les cas qu'on observe, c'est finalement aussi le fait d'avoir des réseaux ou d'avoir accès à des réseaux qui facilitent l'implantation. Donc, ce n'est pas uniquement le choix du mode d'entrée, mais c'est aussi ensuite la mise en œuvre. Le dernier cas, on a pris le cas d'Embaliso. Embaliso, c'est une entreprise qui est spécialisée dans les emballages isothermes pour l'industrie pharmaceutique et agroalimentaire. C'est des emballages qui sont très spécifiques. Entreprise créée dans les années 80, début des années 90, qui a commencé à se développer à l'international en 94 en exportant en Angleterre. Et l'année d'après, tout de suite, ils sont partis en Chine. Et ils ont commencé comment? Ils ont commencé avec l'exportation indirecte. Les clients partaient en Chine, donc je vendais à mon client partait en Chine. L'avantage de tout ça, c'est un peu comme ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est que ça a donné, ça a poussé l'entreprise à prendre conscience qu'il y avait une vraie demande pour ces produits à l'étranger et que si elle n'y allait pas elle aujourd'hui, quelqu'un le ferait demain. Donc ça a un petit peu mis l'entreprise en situation d'urgence. Et en 2004, l'entreprise a créé sa première filiale en Angleterre. Elle a profité d'un client qui avait décidé, d'un concurrent qui avait décidé de cesser ses activités, repris le client et ça leur a permis ensuite de réexporter en Angleterre, mais aussi dans toute la zone scandinave. Parce qu'un petit peu comme Slat, l'entreprise avait du mal à pérenniser ses activités en Scandinavie parce que l'image française en Scandinavie on va dire que c'était moins crédible que l'image anglo-saxonne. Et donc le fait d'avoir une filiale en Angleterre, ça leur permettait aussi de se donner cette image d'entreprise anglo-saxonne internationale et de rentrer beaucoup plus facilement sur les marchés scandinaves. Donc par contre, ça a eu un coût. C'est-à-dire que l'entreprise a dû faire des gros investissements pendant 2 ans, de guerre des prix avec le dernier concurrent qui leur restait pour pouvoir maintenir sa position sur le marché. Aujourd'hui, la filiale est complètement rentable et cette première filiale-là, la réussite de cette acquisition-là, ça a donné confiance à l'entreprise. Et très rapidement, donc, ils ont envoyé des machines qu'ils avaient en France, en Angleterre, et ça leur a permis de contrôler davantage leur développement international. 2005, l'entreprise crée sa première filiale. Elle a une filiale en Allemagne, et là, par contre, ça a été un échec. Ils ont repris exactement le même mode, le même schéma, et ce qui avait fonctionné pour l'Angleterre n'a pas fonctionné pour l'Allemagne. Parce qu'on avait beau être en Europe, on était quand même sur 2 réalités bien spécifiques. L'avantage de cet échec-là, alors il a fallu 2 ans à l'entreprise pour essayer de recouvrir les pertes qu'elle avait engagées. Par contre, ça a été une source d'apprentissage. Ça a été une source d'apprentissage où l'entreprise s'est dit, finalement, ce qui marche à un endroit ne marchera pas ailleurs. Donc il faut vraiment avant prendre conscience de la réalité du marché avant de se développer. Alors ça peut sembler très simple comme ça. Pour les PME, c'est pas toujours aussi simple que ça. Et en 2008, vu que les clients partaient énormément en Asie et que l'entreprise commençait à voir ses marges diminuer, elle décide de créer sa première filiale à Shanghai. Filiale de production en Asie. Une filiale contrôlée à 100% en Chine, ça lui permet de renforcer sa compétitivité. Donc tous les éléments à faible valeur ajoutée sont produits désormais en Chine. Tout ce qui reste à forte valeur ajoutée, la R&D, etc., reste fait en Europe. Donc l'avantage, c'est qu'ils sont plus près des clients, ça leur permet de conserver leur part de marché. Deuxième problème, c'est qu'on est sur le secteur pharmaceutique et le Made in China fait encore peur. Fait peur et quelque part, ils réussissent à garder les relations avec les clients, mais pas à gagner de nouveaux clients. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'en 2009, ils se sont alliés avec un partenaire singapourien et ils se sont implantés à Singapour. 2 raisons pour ça, l'image négative du Made in, mais l'obligation de rester présent en Asie. C'était trop cher de s'implanter au Japon. C'était trop cher de s'implanter au Vietnam. Par contre, à Singapour, il y avait des offres, il y avait des incitations fiscales. Il y avait le directeur, la personne qui était de Singapour, avait des liens assez intéressants avec le gouvernement et ils anticipaient d'importants investissements à venir dans les biotech. Donc l'entreprise s'est dit, les investissements vont venir dans les 2 années à venir, donc il faut s'implanter là tout de suite. Donc
c'est pour ça qu'ils ont opté pour la création d'une joint venture, parce qu'ils n'avaient aucune expérience, aucune connaissance de ce marché-là, mais ils savaient qu'il y avait quelque chose à faire. Donc, pas d'expérience, pas de connaissances et peu de ressources. Donc, dans ce cas-là, ils ont opté pour la création d'une joint venture avec quelqu'un avec qui ils entretenaient des relations déjà depuis une dizaine d'années. Donc, il y a déjà cette relation de confiance-là. Donc, c'est parce qu'on a une relation de confiance et parce qu'on n'a pas d'autre choix que l'entreprise va décider de s'implanter en joint venture à Singapour. Alors, et aujourd'hui, l'entreprise a décidé de s'implanter aux États-Unis. Pourquoi les États-Unis? Parce qu'il y a une demande aux États-Unis, mais aussi l'entreprise anticipe le développement des marchés sud-américains. Donc le fait d'être présent en Amérique du Nord va leur permettre de rayonner en Amérique du Sud, tout en limitant l'exposition aux risques qui sont liés à l'instabilité des marchés sud-américains. Donc gain de temps, davantage de réactivité, le fait d'être proche des clients nord-américains, notamment tout ce qui est biotechnologie, mais accès indirect à des marchés à fort potentiel de croissance. Donc vraiment une stratégie à long terme. Donc voilà, ça c'est ce qu'on appelle la stratégie tête de pont. La stratégie tête de pont, c'est de se dire on s'implante quelque part pour essayer de rayonner dans l'ensemble des marchés qui entourent cette zone-là. Soit parce qu'ils sont instables, soit parce qu'on va profiter de l'image du pays d'implantation, donc l'image des produits allemands, etc. Donc ça permet d'accéder à des nouveaux marchés qui sont géographiquement ou culturellement plus distants du marché d'origine. On a pas mal d'entreprises françaises qui avaient décidé d'investir en Tunisie pour rayonner vers le Moyen-Orient et les autres pays du Maghreb. Pourquoi? Parce que la Tunisie, c'était un petit peu le tampon culturel entre la France et les pays cibles. C'était plus facile d'aborder le Moyen-Orient via la Tunisie que depuis la France, culturellement parlant. Donc, pour la PME, ça lui permet d'augmenter son volume d'activité, de limiter son exposition au risque et d'accéder à de nouvelles opportunités d'affaires. La difficulté, c'est que ça contraint l'entreprise à développer des connaissances sur plusieurs marchés simultanément. Donc, on va dire qu'en phase de démarrage, c'est quand même assez complexe. Ça s'adresse plutôt à des entreprises qui ont déjà une certaine expérience de l'international, une certaine connaissance des mécanismes qui existent. Mais pour les entreprises les plus expérimentées, ça leur permet de vraiment accélérer leur développement international. Donc maintenant, la question, c'est comment choisir les modes d'entrée, c'est-à-dire quels sont finalement les facteurs qui sont souvent pris en compte. Donc c'est à la fois des facteurs internes à l'entreprise, mais bien sûr aussi externes à l'environnement, au marché qu'on va viser. Et puis ensuite, ces facteurs peuvent être pondérés en fonction du secteur d'activité, du profil de l'entreprise, des ambitions, des ressources. Donc les facteurs internes, bien sûr, premier facteur, quelles sont les ressources quand c'est une start-up? On l'a vu avec Neolid, c'est assez compliqué, il y a 3 personnes, il y a assez peu de ressources financières, technologiques aussi, puisque derrière, il faut aussi les capacités technologiques productives. Donc il faut déjà faire une analyse interne pour voir quelles sont les ressources qu'on possède et quelles sont les ressources qu'on souhaite aussi dédier à l'international. Est-ce que l'international est prioritaire ou pas? Quel est le portefeuille d'activités? Est-ce qu'il s'y prête? Quelles activités internationalisées? Quelles activités plutôt laissées dans un cadre domestique? Quelles sont les performances? Et donc là aussi aujourd'hui, la tendance qu'on observe à travers différents cas, c'est que l'internationalisation des PME ou des startups, elle n'est pas forcément linéaire. C'est-à-dire, on a aussi des PME qui réussissent à l'international, mais qui parfois rencontrent des échecs. Et ça, ce sont des sources d'apprentissage. Et puis ensuite, quelques années après, elles recommencent de nouveau à aller à l'étranger. Donc, ce n'est pas forcément toujours en fonction des performances et un développement linéaire en croissance. Les avantages concurrentiels, donc qu'est-ce qu'on sait mieux faire que les concurrents internationaux ou les concurrents locaux? Quels sont les coûts associés au mode d'entrée? Et puis, quel est le degré de contrôle? Souvent, quand on n'investit pas beaucoup, l'inconvénient, c'est qu'on n'a pas beaucoup de contrôle sur ce qui se passe à l'international et vice-versa. Et puis aussi l'expérience. On voit quand même aussi ce qui compte beaucoup, c'est l'expérience à l'international, puisque ensuite on crée des réseaux, on apprend, et puis pour mieux réussir l'internationalisation. Et puis ensuite, il y a des facteurs externes, l'environnement politique, économique, socio-culturel, technologique, écologique, légal. Donc les PME aussi ou les startups regardent les aides aux investissements, les règles d'accès au marché public, et ça sur certains pays émergents c'est très difficile.
d'avoir les informations, de savoir comment répondre. Par exemple, on travaille avec une PME comme Mixel Agitateur en Chine, et donc là c'est très compliqué, même si l'entreprise elle a une filiale sur place, d'avoir les informations sur les appels d'offres, de savoir comment y répondre. Les délais sont extrêmement courts, donc la filiale sur place à Shanghai, elle répond, mais elle n'a pas toujours les informations du siège en France à temps. Donc là, il y a aussi d'autres problématiques qui peuvent arriver. Les caractéristiques du marché, est-ce que l'offre est importante? Quelle est la demande? Est-ce qu'il vaut mieux être sur place pour développer la demande? Quelle est la distance géographique? Est-ce qu'on peut facilement transporter les produits économiques, institutionnels, culturels? Donc, il y a aussi le facteur culturel. Et donc, parfois, il faut faire attention, puisque, par exemple, les Mixel Agitateurs, ils ont prêté une attention particulière aux éléments culturels quand ils sont allés en Chine. Donc, ils ont bien réussi à gérer cet élément culturel. Et au Brésil, ils se sont dit, bon, c'est proche de la France, c'est une culture latine. Et bon, finalement, ils ont sous-estimé le facteur culturel. Et puis ensuite, il y a aussi cette perception de la distance, c'est-à-dire quel est le profil du dirigeant. Par exemple, le PDG de Mixel Agitateur, il a fait un VIE à Singapour après ses études, donc il connaît les marchés asiatiques, ce qui a facilité l'implantation de la filiale. Donc, comme on le disait pour Slack, le dirigeant, il a passé dans le cadre d'une carrière dans une grande entreprise 3 ans en Allemagne, ce qui a facilité ensuite l'implantation d'une filiale de sa PME en Allemagne. Et donc là, on voit quand même en fonction des parcours des dirigeants, des expériences, des réseaux, les choix et surtout la réussite à l'international n'est pas la même. Et donc après, on peut pondérer ces facteurs pour finalement dire, en regardant les facteurs qui sont importants pour le cas étudié ou pour l'entreprise étudiée, est-ce qu'on opte plutôt pour des activités d'exportation? Est-ce qu'on va plutôt coopérer ou est-ce qu'on va implanter des filiales? Sachant qu'une même entreprise, bien sûr, peut avoir recours à différents modes d'entrée. On peut avoir une filiale à l'étranger et puis ensuite exporter dans d'autres pays. Donc, on peut utiliser ces modes d'entrée finalement sans forcément avoir une préférence et dire nous, on fait que des filiales. Tout dépend aussi des caractéristiques du marché local. Et puis le mode d'implantation, il peut évoluer aussi. On peut avoir une filiale, par exemple le Mixel Agitateur, ils avaient cette joint venture au Brésil, ils l'ont arrêté, maintenant de nouveau ils font de l'export comme ils avaient fait avant depuis la France. Le fait aussi qu'il y a une dégradation aussi du climat des affaires dans le pays qui fait que ça pousse parfois l'entreprise à essayer de modifier le choix des modes d'entrée. L'avantage des PME et des startups, c'est qu'elles sont flexibles. Donc cette flexibilité-là leur permet de réagir beaucoup plus rapidement aux mutations d'environnement. C'est pour ça que les PME réussissent souvent mieux que les grands groupes, en tout cas ou plus rapidement, dans les pays émergents ou les pays qui sont assez plutôt, on va dire, peu stables. Juste pour terminer, les travaux qu'on conduit en fait sont conduits dans le cadre d'une chaire de recherche sur l'internationalisation des PME qu'on a créée cette année. Et l'objectif justement c'est de produire des nouvelles connaissances, en tout cas de suivre les PME dans la durée. Alors après la diffusion se fera sous forme de conférences, d'ouvrages, etc. Mais les principales thématiques c'est le choix des marchés, le choix des modes d'entrée. Parce que le choix du mode d'entrée c'est une chose. Mais le choix de la localisation va avoir un impact significatif aussi sur la pérennité de l'entreprise, la pérennité des activités à l'international. Le rythme d'internationalisation, notamment avec les startups, et comment est-ce qu'on se construit, comment est-ce qu'évoluent les réseaux à l'international. Une des dimensions clés, c'est est-ce que je suis capable d'identifier les bonnes personnes avec qui nouer des réseaux, et comment est-ce que j'essaie de progresser dans mon réseau pour avoir cette fameuse position centrale qui me permettra d'essayer de capter les informations clés qui me permettront ensuite de me développer plus facilement. Comment est-ce que s'effectue le management et le pilotage des activités internationales, notamment avec tout ce qui est digital, l'avènement du digital, comment est-ce que ça vient un petit peu modifier la configuration des entreprises, et puis ce qui explique que certaines entreprises vont réussir et d'autres vont échouer à l'international. Donc, on vous a pas mal parlé de Mixel Agitateur et Slack parce qu'elles sont toutes les deux parties prenantes dans cette chaire, donc on les suit vraiment depuis 2011. Donc on a déjà des relations assez longues.
Et puis après, elle a des collaborations qui sont établies avec plusieurs équipes de recherche qui travaillent elles aussi avec des PME dans leur pays. Donc on va dire un réseau assez dense qui est en train de se nouer et qui a vocation encore à grandir un petit peu. Donc l'idée, c'est vraiment de comparer aussi les best practices dans différents pays, comment ça se passe en Allemagne, en Italie, en Chine, au Brésil. Et c'est pour ça qu'on travaille avec d'autres spécialistes de ces sujets qui travaillent aussi dans leur pays avec des PME, des startups pour les observer. Donc l'idée, c'est vraiment d'étudier ces PME dans la durée. Alors après, pour répondre à la question, il y a comment choisir le bon mode d'entrée. En fait, il n'y a jamais deux bons modes d'entrée. Ça va vraiment dépendre de la vision d'entreprise. On a une entreprise qui s'appelle Hydrola qui a fait un choix un peu fou un jour de se dire on va créer une filiale au Mexique. Aucune expérience du Mexique, mais parce qu'ils avaient un stagiaire en interne qui a dit je pense qu'il y a quelque chose à faire au Mexique, en 6 mois ils avaient ouvert une filiale au Mexique. Quelque chose de complètement fou, mais aujourd'hui la filiale fonctionne. La première année a été très compliquée, mais le dirigeant avait anticipé, il avait une sorte de vision. Tout le monde lui a dit n'y va pas, il y allait, et pour l'instant il est le seul à faire ça. Donc il contrôle à peu près tous les marchés d'Amérique latine. Donc est-ce qu'il y a un bon choix du mode d'entrée? Ça va dépendre de l'expérience, ça va dépendre des ressources que l'entreprise est capable de mobiliser, mais ce n'est pas que les ressources financières, c'est aussi humainement. Si j'ouvre une filiale à l'étranger, il faut que j'ai quelqu'un en interne qui soit capable de répondre à ma filiale si j'ai mal à des questions. C'est le problème que rencontre Mixel, c'est que souvent la filiale chinoise demande énormément de support. Et les équipes sur place, en France, n'ont pas compris le besoin de support de la filiale. Donc ils ont dit, on a une question. Donc voilà, c'est ces problèmes de culture-là qui font que y a ces sources de tension. Donc après, ce qui est important aussi, c'est d'accompagner les équipes en interne. Par exemple, dans le cas de Mixel, le PDG, quand il était arrivé, c'était le neveu du fondateur. Et donc, il avait des projets très ambitieux à l'international, mais les équipes ne suivaient pas. Donc, il a dit, moi, j'ouvre une filiale en Chine, une au Brésil, et puis en interne, effectivement, les équipes avaient un peu peur. Est-ce qu'il n'y a pas de la délocalisation à terme? Maintenant, il faut tout traiter en anglais. Quels sont nos clients? Qu'est-ce qui se passe dans les années à venir? Donc là aussi, c'est cet accompagnement qui paraît très important.